n'a besoin de l'argent de personne. I don't need anybody's money, it's nice. Il aurait pu faire n'importe quel job. I could be the most popular person in Europe. I could run for any office if I wanted to. D'autant plus qu'il a tout fait tout seul. I built this empire, and I did it by myself. Mais est-on vraiment sûr de ça? L'argent fait partie à 100% du personnage que Donald Trump s'est construit. I'm really rich. Comment a-t-il fait fortune? Est-il vraiment le boss du business, comme il le prétend? Évaluer la richesse de Donald Trump, c'est déjà en soi un problème. Car s'il est en boucle sur sa fortune, il refuse de communiquer le moindre chiffre. Le journal Forbes s'est fait une spécialité de faire les comptes. En octobre 2024, il estime sa fortune totale à 4,3 milliards de dollars. Des revenus gonflés par la participation qu'il détient dans la société mère du réseau social qu'il a fondé en 2022, Truth Social. Même si selon Forbes, d'un point de vue financier, il s'agit de l'un des business les plus absurdes des États-Unis. Mais Trump ne vient pas de cet univers. Historiquement, c'est dans l'immobilier qu'il a fait fortune. Pour comprendre comment, il faut remonter le temps jusqu'aux années 1900. Voici Frédéric Trump, le grand-père de Donald. D'origine allemande, il émigre aux États-Unis. L'immigration leur baptise d'ailleurs à l'occasion Trumpf. C'est lui qui commence à faire de l'argent en créant des villes champignons et des hôtels au moment de la ruée vers l'or de l'Alaska. Frédéric Trump et sa femme Elizabeth vont avoir 4 enfants, notamment Fred. Le papa de Donald Trump né en 1905, c'est lui qui va faire basculer l'histoire familiale. It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. C'est effectivement du côté de Brooklyn et du Queens que démarre officiellement la grande saga de la famille Trump. Fred, le papa, y fait fortune dans l'immobilier. D'abord en construisant de petites maisons, puis en créant de grands complexes d'appartements à destination de la classe moyenne. C'est un businessman à l'ancienne, avec un profil très différent du chemin que va choisir Donald. Why they were so totally different is still a mystery to us. Russ Buettner est journaliste d'investigation au New York Times, prix Pulitzer et auteur d'un livre sorti en 2024 sur Donald Trump. But he was a penny pincher. The famous anecdote about him is he would go around his construction sites and pick up nails that weren't bent and give them to his carpenters to use to save literally like fractions of a penny each time. Pour le business de Fred, l'époque est parfaite. Entre 1940 et 1970, le taux d'accession à la propriété des Américains bondit de 20%. Le père de Donald Trump reçoit d'énormes sommes d'argent de la part du gouvernement via la Federal Housing Administration afin de construire des résidences. Shore Haven, Beach Haven, Trump Village. En tout, papa Trump va construire 27 000 appartements. Thank you. Et construire, c'est bien, mais transmettre, c'est mieux. Pour ça, le père de Trump se montre très créatif. Il parvient, via un système de baux fonciers, à transférer peu à peu les revenus et la propriété des immeubles à ses enfants. Et ce, sans vraiment payer les droits et les taxes qui vont avec. The system is totally rigged and broken. Il est rattrapé par plusieurs scandales. En 1954, il est dénoncé pour avoir réalisé des profits malhonnêtes sur le dos de la Federal Housing Administration. En 1973, on l'accuse de refuser de louer des logements aux personnes de couleur noire. Pendant ce temps, le jeune Donald, qui est né en 1946, bénéficie largement du business paternel. Trump, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un gosse de riche. Nicole Bacharan est historienne et politologue, spécialiste des États-Unis. Elle a consacré un livre à Trump. C'est un enfant que l'on peut qualifier de difficile, bagarreur, violent. À l'adolescence, ses parents vont le mettre dans une académie militaire, ce qui n'est pas l'armée, mais c'est un régime de lycée assez dur. Et il n'a qu'un rêve, c'est de conquérir Manhattan, parce qu'il pense que le Queens, finalement, c'est un peu petit. D'après une enquête du New York Times, à l'âge de 3 ans, le petit garçon gagnait déjà 200 000 $ par an, en dollars actuels, grâce au transfert financier du père. Le calcul est vite fait, à 8 ans, il était millionnaire. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Dès le lycée, son profil psychologique commence à se dessiner.
C'est un menteur pathologique. Ça commence au lycée, quand il doit poser pour la photo du yearbook, vous savez, la photo de classe de l'année. Il emprunte la veste d'un de ses camarades de classe qui a plein de médailles et de décorations diverses pour que ça fasse mieux. Après des études d'économie, Donald rejoint le business de son père. Il reprend la société, la renomme Trump Organization et se lance à Manhattan. Et puis, en 1974, il a 28 ans. Il rencontre l'avocat Roy Cohn, qui est la terreur des prétoires, et c'est pas exagéré de le dire, et c'est l'avocat de la mafia. Roy Cohn, nice to meet you. Leroy Cohn, you're brutal. Guilty as charged. Et quand il le rencontre, en fait, les Trump, père et fils, sont pris dans un procès pour plainte par des locataires noirs américains pour discrimination. Les Trump perdent leur premier procès, font appel, perdent leur deuxième procès. Ils sont obligés de payer. Mais peu importe. Trump a appris la méthode Roy Cohn, qui est on va partout en disant qu'on a gagné. Et à partir de là, il y a ce tandem assez maléfique, j'ai envie de dire, entre Donald Trump et Roy Cohn, et cette application de méthode mafieuse avec le mensonge, la calomnie et une ultra-agressivité. Dans un portrait de 1976, dans lequel on apprend au passage que Donald Trump ressemble à s'y méprendre à Robert Redford, Trump évalue lui-même déjà sa fortune à plus de 200 millions de dollars. Il s'agit pour l'essentiel d'argent qu'il a gagné grâce à son père, mais peu importe, le personnage du self-made man qu'il cherche à construire est déjà en route. $1 million isn't very much compared to what I built. That lie about his wealth started and how he planted it. Suzanne Craig est journaliste au New York Times, prix Pulitzer et co-autrice du livre Lucky Loser, paru en 2024. But that continued for decades. The number kept getting bigger. For the most part, that lie went unquestioned. The number got bigger, and there were so many people complicit in it. And he was able to do it partly because he was hiding behind a privately held company, and only a handful of people actually had access to the numbers. 1976, c'est vraiment l'année charnière pour lui. Il a 30 ans, l'avenir lui tend les bras et il va s'écrire en 3 mots Grand Hyatt Hotel. C'est son premier gros chantier, même si son père est toujours très présent. Il rénove le Commodore Hotel, l'un des plus anciens de New York, et le transforme en hôtel de luxe. Le succès est immédiat. Trump devient l'un des promoteurs immobiliers les plus connus de New York. Il a besoin d'un projet rien qu'à lui. Today's about facts, not opinions. We're in the heart of the Plaza District in Midtown Manhattan on the corner of 56th and 5th Avenue to give you an exclusive tour of one of New York's most iconic trophy buildings in 725 5th Avenue, Trump Tower. Let's take a look. Les portes de la Trump Tower ouvrent le 30 novembre 1983. C'est son bébé, sa fierté, sa première réalisation tout seul. Sauf que les gens ne se bousculent pas vraiment pour y aller. Alors Donald laisse courir le bruit que Lady Di et le prince Charles y auraient acheté un appartement. C'est faux, mais peu importe. Il vient de décider que la vérité n'est pas ce qui compte le plus. Comme il le dit dans son livre The Art of the Deal, la vente qui n'a jamais eu lieu est celle qui a le plus aidé la Trump Tower. C'est en tout cas l'opération qui a le plus aidé Trump à installer son image de businessman accompli. One of the things that always sticks out when I think about it is the year that he wrote Art of the Deal. That was 1987. He was this big, claiming he was this big deal maker to the point where he's writing a book about it and what a genius he is. And those years, we got his tax returns later. He was losing tens of millions of dollars. But nobody knew that. He was projecting success and people bought that story. Il débarque dans les colonnes des Échos en 1985, évoquant un article de Business Week qui le décrit comme un impitoyable businessman dont le succès repose sur l'héritage paternel, la chance, l'audace, le charme rude et le flair. The importance of the year 1985 in his life. He had just completed 3 projects with his father's help, financing and connections, and with very experienced partners who really enforced a discipline on him.
But at that point in time, with that little bit of success, he was done with partners. He was done listening to people who had subject matter expertise, even those people who worked for him. And he believed his intuition was the most important element of any decision he would make. And so he just became this sort of very impetuous person that we saw enter the White House years later. And that trait became just more ingrained, more a part of his life, and led to just a series of really colossally bad decisions in the late 1980s. And then again a little bit later. So. Il semble y avoir un tournant dans la vie de Donald en 1985. Il se diversifie, décide de mettre son nom partout, déforme la réalité tout le temps. 2 ans plus tard, il donne un nom à sa méthode, l'hyperbole véridique. À l'origine, une forme plus ou moins innocente d'exagération à laquelle même son auteur finit par croire. Donald s'efface, mais le personnage de Trump, lui, est en route. Le gosse de riche qu'il était, soutenu par son père puis par son avocat, va multiplier les projets. Tout le monde va croire en ses mensonges, les banques comme le public, et rien ne va être en mesure de l'arrêter. What's going on over here? My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. Pas même ses échecs en affaires. You're fired.